C'est l'heure du magazine politique sur France 24. Bienvenue à vous pour analyser l'actualité de la semaine et celle à venir. À moins d'un an de la présidentielle, les lignes bougent et la politique est entrée dans le temps des calculs, des ralliements. Les programmes attendront. Les alliances, elles, s'accélèrent. Laurent Wauquiez, le chef des Républicains à l'Assemblée nationale, n'exclut plus un rapprochement avec Édouard Philippe. Laurent Wauquiez a fait donc le deuil de sa propre candidature, mais en revanche, il pèsera dans les alliances. À gauche, en revanche, le désordre reste la règle. Les appels au rassemblement se succèdent, mais les divisions l'emportent toujours. Une partie des Verts veut se rapprocher de LFI. Les socialistes se perdent dans leur querelle byzantine et se cherchent un chef qui, pour l'instant, n'existe pas. Du côté du Rassemblement national, on attend la décision des juges mardi prochain. Marine Le Pen pourra-t-elle se présenter ? Mardi prochain, la justice croisera la politique. La décision aura bien évidemment des conséquences qui vont peut-être rebattre les cartes. On en parle avec nos invités sur ce plateau. Laurent Geoffrin, directeur du Libre Journal. Bonjour. À vous. Stéphane Vernet, éditorialiste à Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Pablo Pillo-Vivien, éditorialiste à la revue Regard. Bonjour. Bonjour mon cher Pablo. Alors, on va commencer. Quel est le sens, selon vous, Stéphane, je me trouve vers vous, de ce positionnement de Laurent Wauquiez ? Moi, je pense qu'il y en a plusieurs. Peut-être que d'abord, Laurent Wauquiez a quelques comptes à régler avec Bruno Retailleau. Ça, c'est sur le plan personnel. Et puis après, il y a des choses qui ne sont pas dites dans cette histoire. Aujourd'hui, au niveau du bloc central à droite, il y a une triplette. Il y a 3 candidats pour un seul poste. Vous avez Gabriel Attal, Édouard Philippe et Bruno Retailleau. Vous appelez ça une triplette ? Bah oui, ils sont 3. Oui. Ils sont 3 à se partager, grosso modo, potentiellement un même électorat. À la fin, il faudra qu'il n'y en ait plus qu'un. Donc l'idée, c'est que dans ces 3-là, il y en a un qui ira jusqu'au bout et les 2 autres qui vont se coucher avant la fin. Ils vont se coucher, mais en attendant de se coucher, en fait, l'idée pour eux, c'est de faire monter les enchères le plus haut possible, c'est-à-dire de créer une espèce de dynamique, de monter dans les sondages, de faire la démonstration qu'ils ont une certaine puissance de feu pour pouvoir négocier leur retrait à un moment. Et donc l'idée, c'est qu'à l'arrivée, c'est que vous pouvez très bien avoir un Bruno Retailleau qui dise j'arrête, mais en échange, je serai le Premier ministre d'Édouard Philippe, président de la République. Tout ce qu'adorent les Français, les combinations. Voilà. Et c'est ça que Laurent Wauquiez est en train de... Là, il est en train de couper l'herbe sous le pied de Bruno Retailleau, c'est-à-dire qu'il anticipe le truc en disant, plutôt que d'attendre le début d'année prochaine pour ce type de scénario, finalement, faisons un accord, mettons-nous d'accord tout de suite, et plutôt que d'avoir un ticket Édouard Philippe, Bruno Retailleau, privilégions un ticket Édouard Philippe, Laurent Wauquiez. Et la dernière chose qu'on ne dit pas beaucoup, ou très peu, c'est qu'en réalité, si vous voulez, là on parle énormément de l'élection présidentielle, mais dans les entourages de tous ces candidats, la vraie obsession, c'est pas tellement la présidentielle, c'est ce qui va se passer après. Dissolution, nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, enfin en tout cas législative, et vous avez beaucoup de députés qui craignent de ne pas retrouver de poste ou d'être complètement balayés après la présidentielle. Et il y a l'idée qu'en fait, il faut négocier dès maintenant des alliances entre les appareils, en se disant que si vous pouvez aller aux législatives après la présidentielle en accord, donc entre les Républicains et Horizon et que sais-je, vous pouvez négocier le fait d'avoir accès à un certain nombre d'avoir en fait comme chasse gardée un certain nombre de circonscriptions qui sont prenables et vous sauvez votre peau, vous sauvez votre groupe. Oui. Et je vous rappelle que Laurent Wauquiez, c'est le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Oui. Et je pense que dans son entourage à lui, il y a aussi des gens qui font ce type de calcul, qui ont cette obsession et qui le poussent à avoir ce type de déclaration. Parce que c'est pas du tout, Édouard Philippe, c'est pas du tout la ligne de Laurent Wauquiez, hein, loin de là. Il a commencé, je rappelle, Laurent Wauquiez a commencé au centre il était le poulain de Jacques Barrot. Oui, c'est ça. C'est quoi la ligne de Laurent Wauquiez ? Franchement, c'est un peu compliqué à dire quand on regarde l'ensemble de son œuvre. Donc c'est pas effectivement, on n'est pas là dans une posture politique, on est dans une posture de tactique politique. Des fois, il est assez clair sur sa ligne. L'année dernière, il avait dit haut et fort qu'il ferait jamais d'alliance avec des macronistes ou le macronisme sans Macron, donc pas avec Édouard Philippe. Il a changé d'avis.
Pablo, puis après Laurent. Moi, je pense qu'il y a plusieurs façons de voir cette main tendue de Laurent Wauquiez à Édouard Philippe. Bon, la première, ça a été rappelé, c'est l'inimitié, vraiment, genre, qui prend des très grandes proportions entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Mais bon, ça ne peut pas tout expliquer. Bon, je reviendrai pas sur ce qui a été dit. Je rajouterai juste que je pense que Laurent Wauquiez a une posture aussi opportuniste, mais pas que pour lui-même, mais au regard aussi de l'électorat des Républicains, de son propre parti. Lorsqu'on regarde les études d'opinion sur ce parti, on voit que en vérité, il est divisé. Vous avez une majorité qui disent bon, bah en fait, pourquoi pas faire des alliances. Faut voir la façon dont se font ces alliances avec l'extrême droite, avec le Rassemblement national, dans les électeurs des LR. Et puis vous en avez quand même une partie, genre dans la dernière étude à laquelle j'avais eu accès, c'était autour de 45%, qui dit non, jamais. On ne peut pas faire d'alliance avec le Rassemblement national, on ne peut pas aller sur leur terre, etc. Comme est en train de le faire Bruno Retailleau. Moi, Bruno Retailleau, c'est aussi ça. Je pense qu'il faut avoir une analyse de ce que propose Bruno Retailleau. Ce que propose Bruno Retailleau, c'est être l'alternative à l'extrême droite si Marine Le Pen est empêchée et si Jordan Bardella, parce que il est trop jeune et il n'est pas bon dans les débats, il sera pas bon en campagne. Si ces deux-là, en fait, sont écartés, alors Bruno Retailleau imagine qu'il peut être l'alternative à l'extrême droite en disant à peu près la même chose qu'eux lorsqu'il fait des discours ou lorsqu'il prend la parole. Et là, Laurent Wauquiez dit, bah en fait, stratégiquement, moi, je vais pas m'occuper des 60% de l'électorat qui veut aller de ce côté-là. Je vais prendre les 40 autres pourcents, et c'est aussi une partie des cadres des LR qui ne veulent pas aller là où Bruno Retailleau est en train de les emmener, et qui dit, bon, bah voilà, on va aller du côté de Édouard Philippe, qui finalement fait partie de la grande famille des Républicains, puisque à un moment, il a fait partie de cette famille de la droite conservatrice. Alors, vous allez nous faire une belle synthèse, Laurent, mais en attendant, je vous propose d'écouter Yael Braun-Pivet, qui répond un peu à ce que vous disiez. Enfin, pas à vous, hein, mais on écoute la présidente de l'Assemblée nationale. Laurent Wauquiez appelait à une primaire jusqu'à Sarah Knafo, et ça, c'est pas du tout ma famille politique. Ouais. Absolument pas. Moi, je ne ferai jamais alliance avec quelque extrême que ce soit, et donc aller jusqu'à Reconquête, mais c'est juste inconcevable. Ça vous gêne qu'il rejoigne éventuellement le... Alors, je sais pas, j'ai lu l'article, je vois quand même qu'il essaye de rapprocher les uns et les autres. Ce qui est sûr, c'est que là, j'entends vraiment une candidature dans la bouche de Laurent Wauquiez de droite. Je ne suis pas une femme de droite. Ça n'est pas ma famille politique. Moi, je suis une centriste. Et donc, je veux bien et je ferai volontiers alliance avec la droite, mais le centre n'est pas une force d'appoint. Oui, ce qu'elle est en train de dire, c'est que, Laurent, il ne faut pas que Édouard Philippe se droitisse trop, qu'il reste un peu au centre. Donc, j'ai deux questions pour vous. Un, est-ce que Retailleau, à un moment, va être devant l'évidence Édouard Philippe, puisque quand même, il y a eu des ralliements cette semaine, Maud Bréjon, Laurent Wauquiez, ce qui n'est pas quand même n'importe quoi. Il est le président des Républicains. Voilà. Est-ce que l'évidence va s'imposer pour Édouard Philippe ? Pour Édouard Philippe, on ne sait pas encore, mais j'y vois une forme de sagesse quand même dans ses prises de position. Tous ces calculs sont exacts, chacun a ses arrière-pensées, mais tous ces gens-là savent que s'ils se mettent à 3, ils risquent d'être éliminés au premier tour. Et là, tout le monde perd. Donc ils se disent, bon, bah, il en faut qu'il y en ait qu'un. C'est quand même c'est biblique. Donc il n'y en aura qu'un. Pour l'instant, c'est plutôt Philippe qui est devant, donc ils envisagent de se rallier à lui. Oui, mais alors Retailleau aussi... Retailleau, il sera obligé de se retirer. Oui, mais vous pensez qu'il le fera? Je pense qu'il sera obligé de le faire. Je pense, à moins de provoquer la défaite de son camp, de son parti et de la droite classique, quoi. Alors ce sera une droite... Son camp aussi. Qui, Retailleau? Mais il veut pas, pour l'instant, s'allier avec le RN. Ça viendra peut-être après l'élection. Mais le battre... Oui, mais pour le battre, il faut faire plus de 33%. Je suis d'accord. C'est difficile. Oui, mais et s'ils sont 3, ils le feront pas. Ça, ils savent d'avance. Ça, c'est vrai. Et si jamais à gauche il y a quelqu'un qui monte, c'est pas le cas aujourd'hui, hein, mais si jamais ils risquent d'être éliminés tous. Donc ils sont pas fous les gens.
Mais Laurent, c'est une logique vous entendez- arithmétique, là. Vous entendez comme moi les gens qui disent non mais si c'est Jordan Bardella parce que Marine Le Pen est empêchée, jamais il pourra tenir la campagne, il va exploser en vol, blablabli, blablabla. Et en fait, là, il y a Bruno Retailleau, de façon froide, peut se dire bon bah il y a des voix à récupérer. Il y a peut-être, allez, il va passer de 35, s'il passe de 35 à 25, ça fait 10% à récupérer, et ça fait une possibilité d'accéder au second tour. Voilà, je pense aujourd'hui Oui, mais là, le pari de Retailleau. Les choses étant ce qu'elles sont aujourd'hui, Ah oui. il vaut mieux qu'il n'y en ait qu'un que 3. Alors, c'est évident, si le paysage change, les calculs changeront. Mais pour l'instant, Oui. le calcul est simple et évident, quoi. Mais là- Et c'est le même à gauche. Parce que C'est là, la même si chose on à a gauche. un On en bloc parlera tout à l'heure. à la droite et le centre, on va dire, c'est quoi, 15%, la gauche, 15%. Donc il ne faut pas être 3 pour 15% de chaque côté. Ou je compte mal ou... C'est plus que ça, en C'est fait. un peu plus, mais... Il y a 23... Globalement, Après, la les droite sondages, de et toute façon, Mélenchon, ne veulent le rien centre. dire à ce stade. Mais en fait, si Ouais, vous, mais si enfin, vous ils peuvent mettez... pas non plus changer du tout Si au vous tout. mettez les intentions, enfin, puis vous pouvez pas additionner des choux et des carottes. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y en ait qu'un. S'il y en a 3, ça passera Oui. pas. Ça, c'est sûr. Ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est que la déclaration se fasse maintenant. C'est-à-dire que je vous rappelle que Bruno Retailleau, il a lancé sa campagne par un meeting au Parc Floral il y a 15 jours. Pendant lequel il s'est senti obligé de dire mais je vous assure j'irai jusqu'au bout. Il fait un dégagement sur le sujet. Vous faites jamais ça quand vous vous lancez dans une campagne présidentielle. Vous commencez pas votre premier meeting en disant j'irai jusqu'au bout. Normalement si vous vous présentez vous allez jusqu'au bout, c'est l'évidence. Qu'il soit obligé de le dire, c'est parce qu'il y a toutes sortes de pressions pour qu'il arrête avant la fin. Et le problème, si vous voulez, c'est que pour lui l'idée c'est quand même d'aller jusqu'en début d'année prochaine, ou alors en fin de cette année ou en début d'année prochaine, à un moment où il peut arrêter ou décrocher quand il a atteint son max, son climax, quoi. Ouais. Là, en fait, c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi vraiment une dimension règlement de compte entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Évidemment, Le s'il peut fait se de débarrasser de Retailleau, il le fera. Oui. le fait de lui dire lâche l'affaire, lâche la rampe tout de suite, c'est quand même, Oui, c'est quand même un sacré. Et juste une dernière chose, Oui. il y a une dimension qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que Bruno Retailleau, il a aussi une dimension. C'est un monsieur très déterminé qui peut être très déterminé jusqu'à être têtu. Je vous rappelle que c'était lui en coulisses qui a poussé François Fillon à aller jusqu'au bout de sa propre candidature, alors que les choses étaient particulièrement mal engagées. Donc en fait, il y a aussi cet inconnu-là. Il peut être capable, par esprit de contradiction, etc., ou parce que justement il a cette ténacité, cette détermination à aller jusqu'au bout. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout, quoi. C'est pas trop loin. Et Gabriel Attal, alors, dans cette affaire, il lui sera, aussi, il va être obligé d'un moment de faire demi-tour. Lui, il veut y aller aussi, c'est pareil. Parce Mais qu'ils ils se veulent disent tous y aller. ça va changer. Ils se disent toujours ça. Ils disent oui, c'est vrai qu'on est très mauvais aujourd'hui, mais demain on sera meilleur. Tout le monde pense ça ou affecte de penser ça. Mais le problème de cette élection, comme celle d'avant d'ailleurs, il n'y a qu'un seul tour en fait. Sauf si le Rennes s'effondre, mais c'est pas un malordre du jour. Il n'y a qu'un seul tour. Donc il faut être devant. C'est vrai, mais il faut être parmi il faut être dans les deux qui gagnent. C'est radical. Tout ça est... Donc à partir de là, les raisonnements s'enchaînent. Et alors il y a un autre élément qu'il faut quand même souligner parce que j'ai regardé j'ai re-regardé que ce que on peut faire même de mémoire. Les campagnes présidentielles, ça se joue pas 9 mois avant, c'est pas vrai ça. Dans les 3 mois. Jamais de la vie. Ça se joue à partir du mois de janvier. C'est ça. Toujours. Et même au début de la Ve République, elles étaient encore plus courtes. En 65, quand le général de Gaulle s'est présenté, il s'est présenté un mois avant il a laissé le suspense jusqu'à un mois avant. Les deux suivantes, Pompidou et Giscard, c'était des campagnes qui avaient été précipitées par un événement extérieur, la démission de général de Gaulle ou la mort de Georges Pompidou. Elles ont duré un mois. Et ensuite, vous regardez bien, je sais pas moi, si on prend au hasard celle de 2007, Ségolène Royal a été désigné à la fin de l'année, avant l'année cruciale, et Sarkozy a officialisé sa candidature. Alors on savait qu'il serait candidat, mais il a officialisé début janvier.
Donc la vraie campagne, elle se passe là. Donc là, c'est là Et, pour et l'instant, les choses peuvent changer du tout au tout pendant ces 2 mois. Donc là, on est dans les essais La raison, c'est quoi? C'est que les électeurs sont plus malins que les journalistes. Mais- Oui, les électeurs, ils attendent, Non. ils vont pas passer leur temps à faire des plans sur la comète tant qu'ils n'ont pas le casting. Ouais, mais Oui, c'est Ça vrai. sert à rien. Oui, oui, il y a quand même une différence, y compris avec 2007 ou même 2017, c'est que les propositions faites par les deux formations politiques qui gouvernaient grosso modo en alternance étaient plus ou moins stabilisées. C'est-à-dire qu'on savait à peu près ce que voulait proposer la gauche. Alors après, c'est est-ce que le Parti socialiste allait faire une alliance avec le Parti communiste, comment ils allaient faire, machin. Et à droite, oui, il y avait du dissensus en fait à l'intérieur de la grande famille de la droite, mais on savait à peu près. Là, on est sur des endroits en fait politiques, des identités politiques de chacun des candidats à l'élection présidentielle qui sont beaucoup plus réduites et qui sont beaucoup plus floues. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, là, vous dites la triplette, Gabriel Attal, Bruno Retailleau et Édouard Philippe. Moi, je suis désolé, mais ils ne viennent pas du même endroit. Ce qu'ils proposent, est-ce que c'est fondamentalement différent? Je le pense, mais en même temps, parfois, ils font des embardées à gauche, à droite. Enfin, je veux dire, ils construisent en fait leur identité politique au fur et à mesure qu'ils prennent la parole. Parce qu'en fait, on ne peut pas a priori dire ce que va dire Gabriel Attal sur la question de la sécurité, sur la question de la répartition des richesses, sur la question de la réindustrialisation. Je ne sais pas en fait exactement ce qu'il a à dire sur tous ces sujets. Donc il va falloir qu'il le construise. Et d'ailleurs, moi c'est ça, c'est mon problème par exemple avec Gabriel Attal. C'est Gabriel Attal, on dit oui, bah, il fut un temps immémorable, genre il était au Parti socialiste. Donc est-ce qu'il reste quelque chose chez Gabriel Attal de social-démocrate? Est-ce qu'il est vraiment sur le même terrain que Bruno Retailleau qui lui est en train d'aller sur les terres du Rassemblement national? Est-ce qu'on peut le mettre dans la même triplette? Alors, Oui, mais on n'est pas d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord parce que si on est de droite, on considère que il y a un problème de dette, donc il faut réduire la dette. 2, il y a trop d'impôts, il faut le laisser. Le marché du travail est trop rigide, donc il faut. Alors, ils ont chacun des modalités différentes, mais ça s'impose à n'importe quel candidat de droite. Et sur le plan, Pas forcément d'extrême droite d'ailleurs. Non, l'extrême droite, c'est différent. Bah oui. Oui, c'est pour ça qu'il y a Oui, mais encore... bon, et Attendez, Bruno je termine. Retailleau, Et sur le plan, comment dire, régalien, il voit bien dans quelle direction il faut aller. Il faut maîtriser mieux les frontières et il faut être plus raide en matière de justice. Bon, alors après, il peut y avoir des différences relativement importantes sur chacun de ces thèmes. Et puis, il faut faire quand même un peu d'environnement, parce que quand même, avec les canicules, il ne faut pas avoir l'air d'être climato-sceptique. Bon, avec ça, on fait un programme qui n'est pas très surprenant, mais enfin, qui est un programme. Alors après, on peut ajouter certaines idées, machin, tout ça. Mais à gauche, c'est un peu pareil. Parce que vous avez il y a une gauche radicale qui dit bon, il faut rompre avec toutes ces politiques qui sont nulles, et la gauche réformiste qui dit oui, non, il faut faire du social, il faut essayer de pas trop accroître les inégalités, il faut s'occuper sérieusement d'écologie, mais pour le reste, c'est vrai qu'il y a la dette, c'est vrai qu'on peut pas faire du déficit à tire-larigot, et c'est vrai qu'il faut quand même faire un peu gaffe à l'immigration et surtout avoir un discours un peu plus ferme en matière de sécurité. Tous ces programmes, quand on les lit, parce que les gens, quand vous disiez, excusez-moi de vous mettre en cause, vous disiez, il n'y a pas de programme. Il y a des programmes, il y a les programmes, il suffit de les lire. Non, mais, il y a des vrais programmes. le PS, c'est une ébauche de programme. Non, c'est pas une ébauche. Ils ont fait C'est les seuls à avoir un programme complet. Ils ont fait 300 pages, c'est pas une ébauche. Oui. Alors on peut dire qu'il est pas bon, mais le Non, non, je dis pas ça, mais- attendez, je termine. La France Insoumise, ils ont un programme Naoux avec Saint-Bottin et La droite, elle n'a pas de programme. bah, si, ils ont des programmes. Mais de toute façon, le C'est programme, plutôt la question du projet. Le programme, c'est ce que je viens de dire. Donc, Oui. ils ont un programme. Mais juste pour répondre à Laurent, parce que je suis totalement d'accord avec la façon dont tu as présenté la gauche et la droite. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des candidats qui se posent aux limites, en Oui. fait, de ces... Bah oui, mais Bruno Retailleau, il est à la limite de la droite et Oui, de c'est l'extrême vrai. droite, de ce que tu racontes de l'extrême droite. Ouais. Gabriel Attal, on se dit tout le temps, bon, bah en fait, peut-être qu'il va aussi aller chercher du côté social-démocrate. Raphaël Glucksmann, on se dit, mais il va aller chercher les déçus du macronisme, donc ils sont du côté de la droite. Et donc, en fait, les candidats que les journalistes considèrent comme les plus sérieux, ceux qui sont assez bien crédités dans les sondages, c'est précisément ceux qui se trouvent aux interstices, en fait, de ces grandes familles. Et c'est là, en fait, que tout se trouble un peu et que des gens qui sont clairs, mais moi, je pense que Édouard Philippe, il est clair parce que lui, il est un homme de droite, paf, genre, ça rigole pas. Jean-Luc Mélenchon, il est clair, c'est un homme de gauche, paf, ça rigole pas. Et c'est eux qui, aujourd'hui, performent le plus dans les sondages. Et je trouve ça plus naturel que vraiment, voilà, ceux qui sont... Enfin, je oui, sais pas trop où ils habitent. non, Enfin, parce que
Mélenchon, il est à 13, Glucksmann est à 11. Alors, Oui, Mélenchon est devant, d'accord, mais enfin, Elle est devant. c'est pas Moi, je formidable non plus. suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. J'ai juste une réserve, c'est que l'histoire des sondages nous montre que les sondages un an avant, ça ne vaut rien. Oui, mais Ça ne vaut pas tripette, ça On sait n'a pas qui aucun qui sera sur la sens. ligne de départ. Et donc le fait de dire ah bah oui il faut que Bruno Retailleau lâche l'affaire parce qu'il est pas bon dans les sondages, ça matche pas, ça évolue pas. Il y a quelque part c'est d'une parfaite Oui, mais mauvaise quand une foi, campagne en est lancée et qu'au bout de 2 mois, elle n'a pas décollé, c'est non. mauvais Oui, mais signe. par exemple, Non, mais enfin- en revanche, là où j'ai une objection, moi aussi, c'est que peut-être ce sont les sondages, ce ne sont pas les sondages, enfin, je reprends, ce sont les sondages qui feront le candidat. Ou les ralliements. Bah ça on devrait le pas voit. en fait. C'est là que c'est. Bah oui, mais non mais on marche sur la tête, s'il ça y a n'a pas de aucun sens en primaire, fait. Non mais vous s'il y a voulez pas qu'on de primaire, reprenne tout ce sont l'historique bien les sondages. des élections Non, mais présidentielles. c'est pour ça que la décision Vous aviez, se fera en vous, aviez décembre, vous aviez des gens qui manifestement étaient la personne qui allait gagner, etc. De Alain Juppé à Valérie Pécresse. Enfin, il y a foule et ils prennent tous le toboggan. 2 mois, 3 mois avant l'élection, juste en début d'année, juste avant, au moment où ça devient concret pour les gens, Oui, c'est ce qui que- commencent vraiment à s'intéresser au sujet, qui regardent et puis qui se disent bah non celui-là. J'aimerais bien Donc, en fait, donc que ça ne aujourd'hui compte pas. ça n'a pas de sens quoi. Non mais Oui. alors Donc, on moi je parle pense pour rien, que ça a un sens parce que ça ne dit rien de ce qui va se passer en avril prochain. En revanche, ça dit quelque chose du rapport de force aujourd'hui. Ce sont des photographies qu'il Oui, ça, faut c'est vrai, prendre oui. en considération. Moi, j'aimerais bien aussi que par exemple les réseaux sociaux et le nombre de likes ou de vues qu'on a sous une vidéo n'aient pas de très fortes conséquences sur la position politique de Oui, tel ou tel. Or, c'est comme ça qu'ils font tous. Ils choisissent maintenant même leurs députés en fonction de vas-y, t'as combien de likes, t'as combien de followers, allez, je te mets député dans l'Oise. Non, mais c'est du grand n'importe quoi, mais c'est comme ça que ça marche. Enfin, on peut pas le nier, et je le déplore. Enfin. Non mais c'est Alors, vrai, c'est un sur- mouvement de fond. La politique est en train de changer. Hein. Oui, oui. Il y a les politiciens à Alors, l'ancienne vous sont en train de disiez, se il y a faire un remplacer par programme des au Parti influenceurs. socialiste. Mais vous disiez, Soit. il y a un J'ai même reçu la personnalité qui a Chloé fait Gridel. Chloé Gridel qui a fait ce Ouais. programme. Mais est-ce qu'il conviendra à parce que là on est en train de parler de casting, c'était pour appuyer Oui. sur le fait que pour l'instant ce qui compte c'est le casting et les idées on verra après. Si c'est pas un Olivier Faure, mettons que ce soit un social-démocrate qui sort de la boîte, un François Hollande ou prendra un un autre Cazeneuve, programme. eh ben, ce sera le programme sera caduque. Dites-moi si je me trompe. En grande partie, mais il prendra une partie des mesures. S'il a besoin du J'entends, soutien du parce qu'il PS, reste- ils il ne va resteront pas dire je fais le socialistes. contraire de ce que vous demandez. C'est pas possible. Mais faut que vous nous éclairiez, par pitié, sur ce qui se passe chez les socialistes, parce que ça ne se clarifie pas vraiment. Est-ce possible Sur la primaire, ils sont pas d'accord. Il y a ceux qui veulent une primaire ouverte aux sympathisants, d'autres aux adhérents, et puis surtout une avalanche de candidatures plus ou moins fantaisistes. Donc, Je peux. allez-y, Mais je veux pas que. allez-y. Ça rend la Non, mais tête Pablo à parlera. Prenez votre temps, cher Laurent. D'accord. J'essaye de simplifier, de clarifier. Oui, ce serait bien. Olivier Faure, comme ça fait d'habitude. maintenant 10 ans qu'il dirige le parti, mais il n'a pas vraiment percé Si, au début. dans l'opinion. Mm. Ouais. Donc, il est même pas testé dans les sondages. Donc, il a un léger problème. Donc c'est Glucksmann qui a un peu percé. Pas si mal d'ailleurs, parce qu'il est pratiquement au niveau de Mélenchon. Donc à partir de là, Olivier Faure, logiquement, devrait dire, bon, bah, c'est Glucksmann. Seulement, il voudrait y aller lui-même. Et en plus, il a une arrière-pensée. C'est comme il sait qu'il y aura probablement une élection législative, enfin des élections Oui. législatives après, qu'il a besoin d'une alliance avec LFI, il veut pas faire trop social-démocrate parce que ça rendra difficile cette alliance. Donc il prend une ligne de gauche, d'où le programme qu'ils ont fait, qui est un programme à gauche, quoi. Bon, oui. franchement à gauche, quoi qu'on en pense. Et donc il essaye de maintenir à tout prix soit la possibilité pour lui-même de se présenter à travers une primaire, soit de faire une espèce d'accord avec Ouais. les Verts, avec le PC, etc., avec sa double primaire, qui est un système complètement baroque, mais enfin bon, c'est comme ça, et pour maintenir sa ligne en vie. Enfin, bon. Et il y a les autres, donc C'est comme les David. autres, c'est-à-dire Glucksmann, éventuellement Cazeneuve, éventuellement Hollande, qui sont sur une ligne franchement social-démocrate, qui disent non, on va pas... On Alors, va pas comment dépenser tout petit cet monde argent. va se départager S'il y en a un qui s'impose, c'est lui qui va choisir le programme, par Oui, définition. mais comment il s'impose
Pablo. Ça, c'est une autre Ah oui. question. Non, mais ils ont effectivement un vrai problème pour déterminer la méthode. Le fait qu'ils refusent même que les militants se prononcent sur la façon dont ils envisagent que soit désigné un candidat, ou bien pour le Parti Socialiste, ou bien pour tout l'espace de la gauche non mélenchoniste. Le fait qu'ils n'ont même pas le droit de voter, c'est quand même un gros problème. Donc on a un problème en fait de démocratie interne à l'intérieur du Parti Socialiste. Moi, j'ai eu plusieurs députés au téléphone là depuis le début de la semaine. Ils sont tous vent debout. Alors, ou bien du côté de Faure contre genre ceux qui sont du côté de Boris Vallaud, ou bien ceux qui sont du côté de Boris Vallaud contre Olivier Faure, en disant mais pourquoi vous ne nous laissez pas voter? Et tout le monde dit ah mais moi ce serait bien qu'il y ait un vote. Mais bon allez-y les gars. En fait, faites la proposition du vote. Qu'est-ce qu'ils attendent en fait pour poser les trois scénarios sur la table? À la limite, allez, s'ils sont vraiment baroques, ils ont qu'à en mettre 5, et puis à la fin ils font voter les militants et ils arrêtent quelque chose. Oui, mais le problème, ils se battent sur le corps électoral. Oui, exactement. Sur le corps électoral, sur exactement ce qui est proposé, parce que s'il y a une double primaire, qui vote à chaque fois dans cette primaire, etc. Honnêtement, à ce niveau-là, c'est ridicule. Moi, je pense que toutes ces querelles picrocolines témoignent d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste, les socialistes, ne savent pas où ils habitent. Ils ne savent pas exactement... Mais ça, c'est pas nouveau, ça. Ah, c'est pas nouveau, mais ils continuent en fait de s'enfoncer dans une crise que Chloé Ridel... Voilà, la proposition de Chloé Ridel de dire on va rénover le projet, je pense que c'est la bonne idée, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ils n'ont toujours pas tourné. Le fait que Laurent cite François Hollande comme potentiel candidat est une réalité qu'il faut prendre en considération. C'est-à-dire que le quinquennat Hollande, qui dans une certaine mesure a mis le Parti Socialiste, a fait que l'élection d'après, l'élection de 2017, le Parti Socialiste a fait à peine plus de 5%. À l'élection de 2022, il fait moins de 5%. Faut le rappeler quand même, elle a fait 70%. Anne Hidalgo, candidate du Parti Socialiste. Et qu'est-ce que le Parti Socialiste a compris de ce qui s'était passé en fait entre, on va dire 2012 et 2022 ou 2024. Et ils n'ont pas tiré le bilan de ça. Chloé Ridel, elle dit si. On va tourner la page de la social-démocratie. C'est ce qui est écrit dans son projet. Le problème, c'est que ça revient à renier sa propre nature. Non, pas du tout vrai. Le socialisme, c'est pas le Parti forcément... socialiste a toujours été réformiste, donc social-démocrate d'une manière ou d'une autre. Il y a des donc là et des conséquences qui s'en un peu vite en Donnez-moi besogne. des exemples. Jaurès, c'était pas social-démocrate. Je crois pas que Si, Jaurès... à l'époque, c'était pareil, socialiste et démocrate. Ah voilà, non mais c'est ça. Mais Ça à voulait dire l'époque la c'était même pareil. chose. Mais maintenant, en fait, aujourd'hui, non, être maintenant, c'est socialiste, différent. et c'est la proposition de Chloé Ridel, d'ailleurs, elle l'a dit. S'il n'était pas social-démocrate, il n'aurait pas fait le tournant de la rigueur. Ça, c'est 83, mais ça, c'est un avant autre problème. 83, ils étaient au pouvoir. Ça, c'est un Ils autre auraient pu problème. ne pas D'ailleurs, le que faire. Jean-Luc Mélenchon, comme les gens du Parti Socialiste, devraient tirer le bilan en fait de qu'est-ce qui s'est passé en 83, au lieu d'à chaque fois lancer des fleurs à François Mitterrand et à dire voilà, c'est génial, bravo François. François, Bon, c'est on va pas faire un débat sur 83. Bah non, mais c'est un vrai sujet. Oui, mais Non. comment vous Mais expliquez avez que tout à les fait raison, électeurs, Laurent. comment vous expliquez que Les électeurs sont revenus en 97. Non, attendez, que les électeurs du Parti socialiste, voyant que le parti n'était pas assez à gauche, sont partis à droite. C'est bizarre ça, non? Ils sont pas que partis à droite. Enfin, je veux dire, Que il reste si, 30%. essentiellement. Non, pas du tout. Ils sont Essentiellement. allés voter. Vous savez ce qu'ils sont allés voter en 2017 et 2022? Ils sont allés voter Jean-Luc Mélenchon, les électeurs du Parti Non, mais Socialiste. je parle de tous ceux qui sont passés chez Macron. Il y en a une partie qui est passée chez Macron, Oui, effectivement. oui, mais ça, moi, je pense que c'est parce que Ouais, le projet globalement de la gauche... Si vous dites c'est perdu, ils sont partis chez Non, non, Macron, la gauche reste à 30. C'est que le projet global de la gauche n'est plus assez vaillant, n'est plus assez costaud pour créer une dynamique suffisante pour emporter une majorité des Français. Bon, on va pas laisser Stéphane se tricoter une écharpe pour l'hiver, donc vous allez parler. Non, mais moi j'écoute. Et je vais vous poser une question sur mardi prochain, date fatidique pour Marine Le Pen. Sera-t-elle empêchée ou non, c'est-à-dire inéligible? Alors, comme vous avez l'esprit aussi, vous, de synthèse, quels sont les scénarios, d'après vous, qui sont possibles? Est-ce que la relaxe est envisageable ou peu probable? Éclairez-nous. Moi, je suis pas magistrat. Je ne sais pas ce que la justice va décider, mais il me paraît très, très, très improbable que Marine Le Pen soit relaxée, puisque l'affaire, sur le fond, les faits restent les mêmes. Enfin, voilà. Donc, je pense que là-dessus, une relaxe me paraît très, très improbable. La question, c'est pas ça. Elle va être condamnée. Et la vraie question, c'est condamnée à quoi? Voilà. Donc, est-ce que
les peines prononcées en première instance, je vous rappelle, c'était 4 ans de prison, donc 2 ans avec sursis, 2 ans ferme, aménageable sous bracelet électronique, 100 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité. Est-ce que cette fois-ci, les peines sont confirmées, sachant qu'en appel, les réquisitions, c'était la même chose, sauf que c'était 4 ans de prison, 3 ans avec sursis et 1 an seulement ferme, toujours aménageable sous bracelet électronique. Le truc, si vous voulez, c'est que en fait, soit les peines sont confirmées, et donc notamment l'inéligibilité de 5 ans est confirmée, et là, elle ne peut pas se présenter du tout, soit la peine d'inéligibilité est assortie de sursis, réduite, etc., et donc elle peut éventuellement se présenter. Il restera quand même un problème, c'est que si on en revient à 4 ans de prison, donc soit 2 fermes, Parce qu'elle aura fait ses 2 ans déjà. Il y aura les 2 ans. Sur l'éligibilité, oui. L'inéligibilité. Si c'est moins de 2 ans d'inéligibilité, si c'est 2 ans d'inéligibilité et pas 5, comme l'exécution était provisoire, la mesure a commencé à courir à partir du moment où le jugement a été rendu. Voilà. Si vous voulez. Donc les 2 ans à date, au jour de scrutin de la présidentielle, les 2 ans seront passés, donc elle pourrait se présenter. Mais il y a un autre souci, si vous voulez, il y a un autre sujet, c'est celui de la peine de prison. 1 an ou 2 ans aménageable sous bracelet électronique. Oui, elle-même dit je ne peux pas faire campagne Avec un bracelet. Avec un bracelet électronique. Et donc, ce qui signifierait que... Non mais parce que ça, on parle beaucoup de l'inéligibilité, mais on oublie cet aspect des choses. Si elle le fait vraiment, alors il y a toutes les chances qu'elle ne puisse pas, qu'elle ne se présente pas. Parce que moi, j'ai quand même un doute. Je me dis que elle n'a pas fait tout ça pour ça. C'est-à-dire, ça fait des années. Oui. Enfin bon, voilà. Je ne vais pas refaire l'historique de Marine Le Pen à la tête de ce parti, mais ce serait quand même paradoxal si vous aviez une décision de justice qui lui permettait techniquement d'être éligible, de se présenter, et qu'elle refuse d'elle-même au motif qu'elle a le bracelet électronique qui. Est-ce qu'elle aura forcément un bracelet ou pas? Ah bah, non mais Prison ferme, oui. C'est aménageable, mais ce qu'elle veut dire, si vous voulez, ce qu'elle veut dire par rapport au bracelet, c'est que vous pouvez toujours demander au juge d'application des peines, etc., d'aménager des horaires spécifiques, de vous donner l'autorisation de sortir de chez vous à telle heure et telle heure. Mais oui, parce qu'elle dit, je veux pas dépendre, je veux pas être à la merci d'un magistrat qui décidera de mes mouvements, etc. Enfin voilà. Mais en même temps, je serais très surpris qu'elle jette l'éponge compte tenu de son historique. Je dois tenir compte de ce qu'elle dit, ce qui fait qu'il y a une chance qu'elle n'y aille pas quand même. Et puis, si vous voulez, d'une manière générale, quand vous la regardez s'exprimer de plus en plus, vous avez le sentiment qu'elle est résignée. Elle est résignée. Qu'elle a tourné la page. C'est ce que j'allais poser comme question après. En plus, il y a un autre problème que personne ne pose, c'est que même si elle n'a pas l'inéligibilité ni le bracelet, est-ce que c'est une bonne idée qu'une des principales candidates à l'élection présidentielle soit quelqu'un qui vient d'être condamné pour détournement de fonds? C'est quand même un problème, ça, non? Ça, tous les autres sauront le dire en boucle et le répéter en disant, vous vous rendez compte, vous allez me coller aux chaussures, effectivement. Mais est-ce que, dans le fond, Marine Le Pen, est-ce que elle a fait ce travail de dédiabolisation, etc. Est-ce que vous pensez que, en son fort intérieur, vous dites elle est résignée, c'est possible, et que dans le fond, Bardella, ce sera aussi une façon pour elle de dire j'ai gagné. Si il part à la présidentielle, il est quand même à entre 35 et 38%. Elle dira ça, bien sûr. Oui, mais je veux dire, est-ce que fondamentalement, elle sera aigrie de ça, ou au contraire, ça aura été tout le travail qu'elle a, ce sera le résultat de tout son travail entrepris depuis des années. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Mais Duralex, c'est de l'ex. Pardon? C'est la loi. Oui. Elle a fait une faute, elle est sanctionnée. Mais moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je ne la vois pas résignée. Je vois qu'elle a changé de stratégie, notamment de stratégie médiatique et de stratégie vis-à-vis de la justice. Lors de la première partie de son procès, la première instance, elle avait une défense de rupture. C'est-à-dire que elle attaquait les juges, et puis juste après sa condamnation, elle a commencé à dire que c'était la faute de tout le monde, le gouvernement des juges, tout le monde lui en voulait, la Lofer. Oui. Elle avait fait une meeting, dans le 7e arrondissement, là, qui était complètement raté, mais enfin, elle avait essayé de mener un rapport de force à ce niveau-là. Le peuple, son peuple versus la justice.
là, elle a changé de stratégie. Elle est en mode, bon, bah, en fait, j'ai peut-être fait des bêtises. Peut-être que j'avais pas très bien compris comment ça se passait, l'Union européenne. Et c'est une stratégie, en fait, de dialogue avec l'institution judiciaire pour faire comprendre à l'institution judiciaire qu'elle a compris les délits qu'elle avait commis. Et à ce moment-là, elle attend de la justice qu'elle soit plus clémente. Qu'elle soit plus clémente. Oui. C'est-à-dire que ce que fait Nicolas Sarkozy et ce qu'a fait Marine Le Pen en disant non, tous nuls, vous avez rien compris, je suis innocent, alors qu'il est condamné plusieurs fois, genre, évidemment, ça énerve les juges. Oui. Et ça a plutôt tendance à augmenter la peine qu'à la réduire. Après, par rapport à Jordan Bardella, je comprends la question que vous posez. Moi, je sais pas, je suis pas à l'intérieur du cerveau de Marine Le Pen. En revanche, ce que je vois, c'est que Marine Le Pen, si elle ne peut pas être candidate à l'élection présidentielle, ça va être un gros problème pour le Rassemblement national. Parce que Marine Le Pen, elle reste cette candidate figure tutélaire du parti, fille de son père, attrape tout, où à la fois les néolibéraux un peu racistes, les monarchistes, ceux qui genre aiment la vieille France un peu rance, etc. Tous ces courants en fait de l'extrême droite jusqu'aux gilets jaunes, etc. La France populaire, la France un peu plus bourgeoise, hop, elle arrive à les rassembler. Jordan Bardella, pas du tout. Il y a une étude formidable qui est sortie cette semaine de Raphaël Yorka pour la Fondation Jean Jaurès sur, à l'intérieur de l'électorat RN, qu'est-ce que pensent les militants et les sympathisants Rassemblement National de la figure de Jordan Bardella. Et on voit que son inexpérience, ce qui lui est reproché à l'extérieur du Rassemblement National par les commentateurs, etc., lui est aussi reproché à l'intérieur du Rassemblement National. Ouais. Le fait qu'il sorte avec une princesse de je sais pas quoi, de Sicile, qu'il aille boire, qu'il aille passer ses week-ends au Grand Prix de Monaco, qu'il nous explique que peut-être que la réforme des retraites de Emmanuel Macron était plutôt pour, que la répartition des richesses, niette, la taxe Zucman, niette, que des points que Marine Le Pen, elle est pas du tout. Marine Le Pen, ce qu'elle aime, c'est danser Dalida dans les EHPAD et aller à côté des boulistes, discuter avec les boulistes. Elle a construit en fait son personnage de femme du peuple. Elle est contre la réforme des retraites. Sur la répartition des richesses, faut pas trop la chauffer avant qu'elle dise qu'il faut prendre l'argent des milliardaires. Enfin, je veux dire, elle est pas du tout. C'est pas du tout les mêmes lignes. Oui, mais est-ce que justement Jordan Bardella se sauve un peu du mensonge sur les retraites, parce que franchement, la retraite à 62 ans, quand on regarde effectivement l'état des finances, etc., on se dit qu'à un moment, il dit bon, c'est pas gérable, c'est pas possible de proposer un tel. Mais Bardella, il fait un effort que fait parfois l'extrême droite pour se faire adouber par l'establishment. Voilà, par les patronats, les riches, quoi. Par les gens qui sont soit riches, soit qui ont une espèce de surface sociale, quoi. De manière à ne pas avoir cet ostracisme qui est dirigé contre eux par les gens qui sont supposés, alors parfois c'est vrai, parfois c'est faux, être compétents. Oui, mais qu'est-ce qui est le plus payant, Laurent ? Comme ils ont déjà le vote populaire qui veut renverser la table, ils pensent qu'ils ne le perdront pas en faisant quelques concessions pour se faire accepter. Alors, leur plan clim, c'est génial. Ils avaient annoncé, moi j'avais écouté Marine Le Pen, elle disait ouais, ta stratège, il faut tout repenser, machin. On attendait de voir c'était quoi son plan clim. Son plan clim, c'est des prêts à taux zéro. Voilà, des prêts à taux zéro aux collectivités, des prêts à taux zéro aux hôpitaux. Non, non, c'est pas de la démagogie. Là, c'est l'État bancaire. Enfin, je veux dire, c'est pas l'État stratège. C'est ce qu'on dit en général quand on n'a plus d'argent. Voilà, on va faire un prêt à taux zéro. Les banques sauf l'État stratège. Mais non, mais on pourrait dire la gauche a une autre proposition. Non, c'est pas de la démagogie. Enfin, c'est genre une autre proposition d'organisation économique de la société. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est à votre avis, Stéphane et Laurent. Pourquoi vous me regardez J'attends. Voilà, j'ai perdu ma question. Maintenant, c'est malin. La canicule. Oui, non. L'écologie. Sur Bardella et Marine Le Pen, dans cet électorat, alors il y a l'étude que vient de citer Pablo, mais ils sont plutôt sur le côté étatiste. Donc Dalida, machin, Dalida dans les EHPAD, ou ils sont plutôt il va se marier avec une princesse, il est plus réaliste et tout, donc la droite un peu en Loden qui est un peu plus moi je crois qu'en matière économique et sociale, l'extrême droite, qu'est-ce qu'il emporte dans l'électorat ? L'extrême droite est toujours pragmatique. À un moment, ils vont être très très socialistes, puis après ils s'aperçoivent donc que ça ne plaît pas, ou que ça pose un problème, ou que ça coûte trop cher. Bon, là, ils changent, parce que leurs fondamentaux ne sont pas là. Leurs fondamentaux, c'est l'establishment
Donc vous dites c'est Bardella organise le qui- déclin de la nation, donc il faut s'en débarrasser. 2, il y a trop d'immigrés. 3, il y a trop de crimes et de délits, donc il faut taper. Donc c'est ça leurs fondamentaux. Autour de ce noyau-là, le reste, c'est selon, faut voir. Bon, ça plaît au peuple si on dit qu'on va augmenter le SMIC, mais évidemment, si on le fait trop, ça va créer du chômage, donc on le fait pas, finalement. Ils s'en foutent de ça, en fait. C'est pas leur problème. Donc et alors, leur problème, c'est Bardella, de Le Pen. satisfaire les demandes fondamentales de leur électorat, qui est débarrassez-nous de l'establishment, et l'Europe, on s'en méfie, on veut pas de guerre avec l'Ukraine ou avec la Russie, etc. Et surtout, on veut virer le maximum d'immigrés. C'est ça leur truc. Oui, mais alors, je vais reposer la question à Stéphane. Donc, forcément, Marine Le Pen ou Jordan Bardella, est-ce que ça peut changer la face de la présidentielle? C'est-à-dire que si c'est Jordan Bardella, la droite peut peut-être moins s'inquiéter. Si c'est Marine Le Pen, ils peuvent s'inquiéter. Je sais pas, je dis... Alors moi, je pense que ça va tout changer. On nous a vendu l'idée que, en fait, dans l'électorat du Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella étaient interchangeables. Moi, je pense que c'est une erreur d'analyse. Vous avez un électorat qui est acquis au Rassemblement national et qui vous dit que si c'est pas Marine Le Pen, ils voteront Jordan Bardella. Mais c'est pas du tout le même produit, c'est pas la même chose, c'est pas la même histoire, et on s'en rend de plus en plus compte. Et je pense que ça va s'affirmer au fur et à mesure de la campagne si c'est Jordan Bardella qui récupère les clés du camion. Vous avez je vais faire un peu caricatural, mais vous avez une Marine Le Pen qui est populaire, populiste, ni droite ni gauche, très sociale dans la démarche, pour un État interventionniste et protecteur, etc., proche du peuple. Ok. Et à Jordan Bardella, en fait, qui est libéral, libertarien, pro-MAGA, qui est pour l'union des droites, qui se rapproche des entreprises. C'est pas du tout la même chose, mais vraiment pas du tout la même chose. Et pour l'instant, on était dans une phase où, en fait, on avait cette espèce d'illusion que finalement, ils étaient interchangeables, très proches. Ils sont très proches, c'est pas le problème. Mais le truc, si vous voulez, c'est que si c'est Jordan Bardella qui va, au fur et à mesure, qui va dérouler sa campagne, je pense qu'on verra de plus en plus cette dichotomie, cette différence. Et à un moment, j'imagine quand même que même chez les plus convaincus des électeurs du Rassemblement national, ils vont peut-être finir par se rendre compte qu'on leur vend pas la même soupe. Après, je sais pas, mais d'autant que la droite, c'est pas la même chose. La droite libérale, la dernière fois, encore une fois, Valérie Pécresse, elle s'est quand même pris un score absolument rikiki. Donc, elle n'existe plus, en fait, cette droite libérale. Aujourd'hui, genre, les électeurs font leur choix, comme l'a très bien dit Laurent, sur d'autres bases. Et les choix de l'extrême droite, c'est avant tout parce que, voilà, sur le régalien, sur l'immigration, sur le machin, ça leur plaît, ce que propose le Rassemblement national. Pas sur, être bon dans les comptes, comme disait Valérie Pécresse, enfin, des comptes au carré, je sais plus quoi. Ce qui a complètement raté. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos brillantes analyses. Merci à Flore Simon. On peut le dire. On peut le dire. À Flore Simon. Et merci à toute l'équipe technique. À très vite.